Alors la réflexion que je voudrais mener aujourd'hui, c'est une réflexion autour de la relation que l'homme contemporain a introduit avec le développement personnel. Hein. Il a une forte demande aujourd'hui de développement personnel. Il y a un développement assez conséquent de toutes les envies de recherche psychologique. On parle beaucoup de bien-être dans l'entreprise, dans les organisations. Pourtant, en même temps, cette demande correspond à une montée de tout ce qui va à l'encontre de ce développement personnel, puisque nous avons une montée du marketing, des entreprises de séduction, on parle de société spectacle, les humains, vous avez des gens qui payent des coachs pour essayer de soigner leur image, pour essayer de soigner leur communication. Donc ici on est face à une tension assez étonnante de l'homme contemporain qui d'un côté vit à travers l'image, vit à travers l'apparence, mais qui en même temps est dans une recherche de bien-être et d'accomplissement personnel. Donc on pourrait se dire comment comment expliquer cette tension. Alors on pourrait dire qu'elle s'explique par le fait qu'en fait il y a une évolution des contraires, c'est-à-dire parce que nous vivons dans une société où les individus sentent qu'ils sont en quelque sorte happés, quelque chose leur est pris, quelque chose leur est enlevé d'important, et c'est parce qu'ils sentent que ce quelque chose-là leur est enlevé qu'ils ont une envie d'aller dans cette recherche personnelle. Ça, c'est une piste. On peut voir aussi les choses sous un angle opposé, c'est-à-dire qu'on peut considérer que, en réalité, les deux sont concomitants, c'est-à-dire que c'est parce que nous avons cette demande de plus en plus forte de développement personnel, parce que nous sentons que notre société est arrivée au bout de cet idéal qu'elle avait de progrès, de consommation, qu'elle voit de plus en plus mal les entreprises de publicité, les entreprises de séduction, et c'est pour cette raison qu'elle les met en avant. Bref, ça c'est une explication possible de ce développement personnel. Mais la thèse que je voudrais soutenir, c'est qu'en réalité, tout ceci s'explique par un flou autour d'une notion essentielle et importante qui est la notion d'âme. La notion d'âme est une notion qui est en train de ressurgir, et c'est parce qu'elle ressurgit, c'est parce qu'il y a cette envie de recherche sur le sujet que l'homme contemporain eh bien, est dans cette recherche de quête personnelle, et en même temps développe de la séduction. C'est parce que la notion d'âme est encore très floue. C'est d'ailleurs la thèse que soutient François Cheng dans un texte qui s'intitule précisément de l'âme, très beau texte dans lequel que je parlerai, et où il nous dit justement que cette notion d'âme est floue aujourd'hui. Et effectivement, ce flou, la notion d'âme, expliquerait ces tensions. Alors, d'où vient ce flou? D'où vient ce flou? Pour essayer de le comprendre, nous allons revenir dans un premier temps à l'approche que les modernes avaient de cette notion d'âme. Et évidemment, le penseur moderne par excellence, c'est Descartes. Descartes, effectivement, dans sa pensée, la notion d'âme apparaît très peu. Pour Descartes, ce n'est pas l'âme qui importe, c'est l'esprit. Et Descartes considère que l'homme est constitué par une dualité qui est d'un côté le corps, qu'il caractérise comme ayant comme attribut l'étendue, et d'autre part l'esprit, dont la caractéristique c'est la pensée. Descartes va proposer une approche extrêmement rationnelle d'une part de l'âme, d'ailleurs il abandonne le nom, il l'appelle esprit, et d'autre part il va amener cette approche mécanique du corps, mais également de la pensée, puisque, et de l'esprit, et donc de l'âme, puisque aujourd'hui, on peut dire que cette notion d'âme, effectivement, est très peu étudiée, et la médecine s'y intéresse peu, et
ce qui se développe plutôt, ce sont des études autour de la structure du cerveau, de sa constitution. Nous avons fait d'ailleurs des découvertes intéressantes sur le sujet, c'est-à-dire sur la mécanique, sur le fonctionnement. On sait comment fonctionne un cerveau, mais la notion d'âme est peu étudiée. Alors, je dirais, ce peu d'intérêt pour la notion d'âme, on pourrait dire, alors comment l'expliquer? Comment expliquer en même temps que nous ayons d'un côté cette médecine qui s'intéresse peu à l'âme et qui a une vision très mécanique et très rationnelle de nos esprits, et en même temps ce besoin de demande rationnelle, ce besoin de développement personnel. Eh bien parce que justement est arrivé, c'est le deuxième point, une rupture à un moment qui s'est opérée sur cette vision extrêmement mécanique et rationnelle de l'esprit humain, avec l'avènement du courant psychologiste, et notamment avec le travail de l'un de ses penseurs les plus paradigmatiques, les plus représentatifs, qui est Sigmund Freud, et avec la psychanalyse. La psychanalyse va conduire à un bouleversement profond de cette vision de l'homme rationnel, puisque Freud va introduire la notion d'inconscient. Et c'est cette notion d'inconscient que je voudrais étudier maintenant, parce que cette notion d'inconscient, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va justement apporter le trouble. Elle va apporter la confusion. Parce que la notion d'inconscient, pour Freud, c'est la caractéristique du fait qu'il y a dans nos esprits une part animale. L'inconscient, c'est la part animale qui est en nous. Alors, cette part animale, comment elle se caractérise? Elle se caractérise par le fait, et je dirais qu'on a une vision en principe assez traditionnelle de ce qu'est l'inconscient. On nous dit, ça c'est tiré d'un texte qui s'appelle notamment la métapsychologie, Freud nous dit que c'est une chambre obscure. C'est une chambre obscure dans laquelle se trouvent tous nos désirs refoulés, toutes nos pulsions, plus exactement refoulées. Toutes les pulsions refoulées, toutes les pulsions que le surmoi, qui représente la culture, qui représente la morale, nous a demandé de ne pas réaliser. Or, pour Freud, la pulsion, c'est l'expression de notre nature animale dans un premier temps. Donc ici, cette nature animale est repoussée dans une partie du cerveau. Mais simplement, elle continue à pousser, elle continue à agir. Et donc, elle nous incite à avancer, elle nous pousse à nous déterminer. Donc Freud ici, par cette approche, il va également, dans un autre texte par exemple qui s'appelle L'inquiétante étrangeté, il va nous dire que l'inconscient, c'est la marque de cette part instinctive qui est en nous. Donc justement, l'instinct, c'est notre part animale, part instinctive et infantile. Et dans un autre texte qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir, il va nous dire que il y a dans notre esprit des traces laissées par les souffrances de la vie qui, elles aussi, nous font agir. Bref. Et ici, donc, nous avons le fait que le bouleversement apparaît parce que d'une vision que nous avions autrefois, qui était l'homme animal rationnel, fonctionnant par la pensée, Freud nous apprend qu'il y a une chambre obscure, qu'il y a une part obscure, qui serait composée, alors pour lui, de notre partie animale, de notre partie infantile. Et cette partie infantile, cette part obscure, nous fait agir. Bien. Alors, à ce moment-là, Freud ouvre justement une voie royale au flou, parce que si dans la pensée, il y a une part animale, il y a une part floue, alors nous ne pouvons plus rester avec cette approche mécanique de l'esprit. Il y a donc quelque chose qui dépasse la pensée. Il y a donc quelque chose qui dépasse le simple raisonnement. Et je crois que l'homme contemporain, aujourd'hui, vit avec cette idée qu'il y a quelque chose qui le dépasse, qu'il y a en lui quelque chose d'autre, qu'il y a de l'autre. Et cette idée qu'il y aurait de l'autre, cette idée qu'il y aurait du sombre à côté de la lumière,
de l'ombre à côté de la lumière, eh bien, c'est cette idée, c'est cette tension qui le met en recherche, de vouloir un développement personnel. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en même temps que Freud et la psychanalyse ont initié cette demande de recherche de l'autre, il faut savoir que toutes les techniques aujourd'hui fondées sur le marketing, sur la manipulation, fonctionnent également sur la psychanalyse et les connaissances psychologiques. C'est-à-dire que le trouble qu'a apporté la psychanalyse, c'est que d'un côté, elle a commencé à faire douter de la vision trop rationaliste de l'esprit, mais en même temps, elle a permis, et donc elle a permis le développement des questions de développement personnel, mais en même temps, elle a permis la montée de toutes ces techniques de séduction. Et justement, c'est parce que on a pris conscience de ce double apport contradictoire de la psychanalyse que d'autres recherches s'effectuent aujourd'hui et qui a cette recherche d'autre chose. Et qui a cette recherche justement d'une envie d'aller plus loin. Et je crois que le texte de Cheng se situe dans ce mouvement. Et alors justement, Cheng nous dit, Cheng, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va abandonner ses idées de ça, de surmoi, et il va se concentrer sur cette notion d'âme que les anciens étudiaient, et on a vu que les modernes avaient ignoré. Alors, pour lui, l'âme, donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'âme, en fait, nous dit-il, c'est l'expression de ce qu'il y a de plus singulier chez chacun d'entre nous. Elle est, dit-il, la marque de l'unicité de chacun d'entre nous, de l'être humain. Hein. L'âme représente cette unicité. Et pour lui, cette âme est reliée à l'infini. Alors, il distingue justement, s'opposer à Descartes, eh bien, justement, il dit qu'on a l'esprit, le corps, mais également l'âme. Et cette âme fonctionne non pas sur un plan, pour lui, rationnel, mais sur un plan à la fois instinctif et intuitif. Et pour essayer d'approcher cette notion, il parle notamment de l'émotion qu'il a ressentie en voyant le tableau Leda de Léonard de Vinci, où nous voyons Jupiter qui se transforme en cygne pour séduire une belle femme. Et justement, donc, il nous indique que quelque part, l'âme serait le désir du divin envers nous. Hein. C'est-à-dire que l'âme serait le désir de la divinité pour nous. Et elle est finalement ce qui est le cœur de la pulsion de vie. Hein. Et ce cœur de la pulsion de vie, il est en nous par l'âme, nous dit-il, mais simplement, ce cœur s'exprime différemment pour chacun, et il a cette très belle formule où il nous dit que chaque âme a un chant, c'est-à-dire un chant au sens et la musique, et cette musique est reliée non pas par des jonctions rationnelles, mais par des liens invisibles à d'autres musiques, à d'autres chants qui lui répondent. Et pour lui, lorsque une âme est blessée, justement, lorsqu'elle est blessée, eh bien, elle s'ouvre encore plus, et elle s'ouvre même à toutes ces âmes qui sont disparues. Bref, l'âme, pour lui, est une sorte de pont entre le fini et l'infini, entre les vivants et les disparus, entre le matériel et l'immatériel. Et il a cette très belle formule nous indiquant que finalement c'est une forme d'arbre qui est en nous et qui ne demanderait qu'à se nourrir. Simplement, cet arbre pour lui ne se nourrit pas comme on nourrit le corps, ni comme on nourrit l'esprit. L'esprit se nourrit de pensée, le corps se nourrit de nourriture terrestre, mais l'âme se nourrit de ce qui serait en quelque sorte un besoin spirituel. Et
ce besoin spirituel, c'est justement ce qui expliquerait, eh bien, comment dire, ce qui serait à l'origine de notre désir de développement personnel, aller en quelque sorte à l'intérieur de cet arbre qui est en nous et que nous voulons tous faire fleurir. Alors, pourquoi serions-nous aujourd'hui donc dans cette recherche de développement personnel? Parce qu'on sent bien qu'il y a des œuvres à la fois qui nient cette relation avec l'infini, qui sont extrêmement matérialistes à l'œuvre, mais également parce qu'il existe une sorte des pulsions de mort, que Freud d'ailleurs avait très bien mis en évidence dans Le malaise dans la civilisation, et c'est pour lutter contre ces pulsions de mort que nous faisons chacun ce travail de développement personnel. Alors, on pourrait dire donc que finalement c'est l'âme, c'est notre source de vie, mais une vie qui nous correspond, nous, en tant que singularité, notre arbre à nous. Et c'est vrai que lorsque l'on voit un arbre, aucun arbre ne ressemble à nul autre, chaque arbre est différent. Alors simplement, peut-être que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ce qui atteint cette spécificité, cet arbre qui est en nous, c'est que, eh bien, il y a peut-être deux tendances qui peut-être encore le détruisent. Ces deux tendances sont d'une part le fait de la normativité, c'est-à-dire qu'on a énormément normé notre société, on l'a développée sous un angle juridique, mais également, eh bien, on a, à l'opposé, oublié la notion de limite. Et je crois que ce sont ces deux aspects qui sont à l'œuvre dans la pulsion de mort. Et je pense que, justement, ce qui peut permettre de saisir nos âmes, c'est d'aller à la recherche des limites. Et des limites qui nous constituent. Et ces limites qui nous constituent, les uns les autres, eh bien, on ne les appréhende pas de la même manière qu'on appréhende des normes. Ces limites, à mon avis, supposent une finesse d'appréciation que j'appelle pour ma part la distinction. Suppose une distinction. La distinction, c'est un travail à faire pour nous aider justement à déterminer les limites. Et si notre monde va mal aujourd'hui, je pense qu'il a raison d'aller dans la recherche de développement personnel, mais le vrai travail à faire, c'est de nous aider les uns les autres beaucoup plus à travailler sur la distinction, essayer d'apprendre à mieux distinguer les limites. Les limites qui sont extérieures à nous, mais également les limites qui sont à l'intérieur de nous, et qui en serrent justement cet arbre ou ce cœur de vie qui nous caractérise et qui permet peut-être de nous relier à une source, pourquoi pas, une source de vie beaucoup plus générale, beaucoup plus profonde. Voilà, merci beaucoup.